Je crois que s'il y a une réforme, elle devrait être sereine, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Et surtout, on devrait repenser l'ensemble de nos institutions. Nous sommes en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or Daniel et Boker Tov à tous nos auditeurs. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, on va dire à la suite du vote en première lecture par la Knesset de la fameuse loi divisant les prérogatives du conseiller, ou on pourrait dire actuellement de la conseillère juridique du gouvernement, en deux postes. Un, celui du conseil, effectivement, du gouvernement, et deux, c'est le poste de procureur général, d'attorney général, comme on dit en anglais. Alors, je voudrais d'abord avoir votre appréciation, parce que c'est un projet de loi dont on parle depuis de nombreuses années, qui fait partie, on va dire, de ce que Yariv Levin a appelé sa réforme judiciaire, qui avait été initiée dès le mois de janvier 2024. Non, 2023, et finalement, on arrive péniblement à la faire voter en première lecture à la fin du mandat de l'actuel gouvernement. C'est une loi qui est importante. Quel est votre avis sur cette loi ? C'est une loi, à votre avis, essentielle pour le monde de la justice aujourd'hui, en particulier en Israël ? Regardez, Daniel, je voudrais d'abord faire un petit zoom out. Essayer d'expliquer en fait à nos auditeurs quelle est la problématique dans cette fonction de conseil juridique du gouvernement. Le conseil juridique du gouvernement, en fait, c'est une institution qui existe depuis la création de l'État et elle a une fonction à double casquette. D'un côté, comme on le dit d'ailleurs, c'est le conseil juridique du gouvernement, c'est-à-dire que le conseil juridique du gouvernement siège au conseil des ministres et elle va donner d'ailleurs plus que des conseils, c'est-à-dire le terme conseil n'est pas tout à fait adéquat. C'est en fait les avis du conseil juridique du gouvernement devraient avoir force de loi. Donc, si vous voulez, il a un rôle de conseil d'une part par rapport au gouvernement, et d'un autre côté, comme vous l'avez bien exprimé au début de l'interview, il est également responsable de toutes les poursuites pénales. Donc, c'est comme le procureur général. Et donc le matin, par exemple, il peut donner un conseil au gouvernement et l'après-midi, il peut être le chef de poursuite contre des ministres même qui siègent dans ce gouvernement. Donc vous voyez, il y a une sorte de tension interne dans ce rôle. Il existe depuis 1948, donc c'est pas nouveau. Mais c'est tout de même assez particulier, c'est spécifique à Israël parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde. Je ne suis même pas sûr que les Britanniques, dont on récupère, on va dire, une partie de l'héritage juridique, agissent de la sorte, ont une fonction de cette envergure qui fait du conseil juridique du gouvernement une personnalité toute puissante. Absolument, mais c'est absolument un contre-pouvoir, c'est tout à fait clair, et c'est un contre-pouvoir qui existe depuis très longtemps. Je me souviens quand j'étais étudiant en droit, il y avait un livre qui avait été publié qui s'appelait « Le conseiller juridique du gouvernement contre le gouvernement ». Et on ne pouvait pas dire à l'époque que c'était il y a 40 ans, ouais. C'était pas le gouvernement de Bibi. Donc, si vous voulez, de Binyamin Netanyahou. Donc, si vous voulez, il y a toujours, c'est un contre-pouvoir et c'est affirmé comme un contre-pouvoir. Et il est clair que donc, mais il a en lui-même une contradiction. Donc, on l'a dit. Maintenant, cette réforme-là, ces projets de réforme, il existe depuis bien plus longtemps qu'il y arrive Levin. On en parle, mais depuis des années. La problématique, c'est que cette réforme, elle ne se fait pas dans un climat tout à fait serein, puisqu'elle se fait dans un climat où il y a des initiatives gouvernementales qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire pour affaiblir le système judiciaire, affaiblir le rôle du conseil juridique du gouvernement. Si vous voulez, il y aurait une pensée. Moi, je crois que on peut tout à fait penser que cette réforme peut être bonne. Elle vient évidemment à affaiblir le rôle du conseiller juridique du gouvernement, voire éventuellement le politiser, puisqu'à partir du moment où on affaiblit un rôle et on le met dans deux casquettes, c'est-à-dire un qui serait procureur général et deuxièmement conseiller juridique du gouvernement, alors à ce moment-là, l'institution serait plus faible et elle serait donc beaucoup plus politisée. Mais moi, je ne suis pas forcément contre cette réforme. Le problème, c'est qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire quel est l'environnement juridique, dans quelle mesure quand même l'indépendance de la justice est préservée et surtout l'indépendance du procureur général est préservée. Alors justement, vous parliez de ce livre d'il y a 40 ans, mais moi je me souviens encore
puisqu'on est tous les deux assez âgés pour se rappeler des souvenirs de jeunesse. Je me souviens d'un conseiller juridique qui s'appelait Michael Ben Yair, qui était le conseiller juridique à l'époque du gouvernement de Yitzhak Rabin en 92, qui était appelé le conseiller, pas à Yoetz HaMishpati, mais à Yoetz HaMishparti, c'est-à-dire c'était le conseiller de la famille Rabin. Donc c'est pas nouveau toute cette problématique. Absolument. D'ailleurs, on a dit la même chose. Ce même dicton a été fait pour Mendelblit, qui s'est avéré non d'ailleurs, à propos de Binyamin Netanyahou. Tout à fait. Alors en fait, c'est la fonction, c'est la personne qui fait l'organe. Hein. Il y a eu des conseillers juridiques du gouvernement, comme Aaron Barak par exemple, qui a appelé Yitzhak Rabin lorsqu'il avait le compte de sa femme à l'étranger, en lui disant écoute, si tu démissionnes pas, je vais t'accuser. Et donc Rabin a démissionné. Et il y a des conseillers juridiques du gouvernement qui ont été plus dociles, moins dociles. Enfin, évidemment, je vous parle d'une institution qui existe depuis très longtemps. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a eu Michael Ben Yair, c'est pas caractérisé ayant une personnalité extrêmement affirmée par rapport au gouvernement. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors, justement, à partir du moment où on parle de ces personnalités, chaque conseiller juridique a sa personnalité, mais celle de Galit Baharav Miara, elle a été, on va dire, en particulier ces derniers temps, et je vais dire en particulier autour de l'affaire de Roman Goffman, où on a vu une Galit Baharav Miara qui était presque acharnée. Il y avait un acharnement, je ne veux pas dire thérapeutique, de Galit Baharav Miara contre Roman Goffman, alors que même la Cour suprême, en fait, l'a renvoyé. Oui, tout à fait. Finalement, est-ce que Galit Baharav Miara n'est pas sorti, on va dire, des limites de cette fonction qui la rend toute puissante en la politisant justement, en faisant une fonction qui donne le sentiment qu'elle s'acharne sur le gouvernement. Elle n'a jamais défendu le gouvernement, quasiment jamais défendu le gouvernement devant des instances comme la Cour suprême sur des gros dossiers. Elle a obligé le gouvernement à se doter d'autres avocats pour se défendre. Finalement, on se demande pourquoi le contribuable israélien paye pour son salaire, quoi. Oui, Daniel, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Il faut dire d'abord, premièrement, que dès le début, le gouvernement avait tiré sur cette conseillère juridique du gouvernement à boulet rouge, la même licenciée. Ce licenciement n'a pas été valide parce qu'il a été stoppé par la Cour suprême. Mais c'est vrai, vous avez absolument raison. Si vous voulez, sur la dernière affaire là, qui a été depuis 2 jours, de Roman Goffman, elle a été désavouée par la Cour suprême, absolument. Je suis absolument d'accord, mais c'est un conseiller, il peut se tromper, il peut pas se tromper. C'est pour ça que derrière la conseillère juridique ou le conseiller juridique du gouvernement, il y a la Cour suprême qui vient revérifier et requalifier les faits. Mais on peut voir sur toute la période de Galit Baharav Miara, on peut voir que relativement, ces avis ont été suivis par la Cour suprême. Il y a eu plusieurs avis sur les nominations politiques, sur la nomination d'Aryeh Deri, elle a été contre et la Cour suprême a validé. Il y a eu énormément sur la loi fondamentale de la déraisonnabilité. Non, mais regardez, Philippe, je vais vous donner un exemple qui ne vous a certainement pas échappé. Galit Baharav Miara, lorsqu'elle a été nommée, eh bien, la commission de nomination qui devait valider sa nomination, qui était présidée par l'ancien président de la Cour suprême, Asher Grunis, a validé sa nomination, mais alors que Asher Grunis y était opposé. D'accord ? Ça veut dire que l'ancien président de la Cour suprême trouvait qu'elle n'était pas suffisamment expérimentée. Eh bien, on est dans exactement le même cas de figure avec Roman Goffman. C'est Grunis qui dit non, il faudrait peut-être enquêter encore un peu plus sur les agissements de Roman Goffman, alors que tous les autres membres de la commission disent il faut valider, il n'y a pas de faute morale de Goffman. Et là, elle utilise l'avis minoritaire de Asher Grunis pour dire, voilà, il y a un problème. Si elle était, on va dire, conséquente avec elle-même, elle aurait dû dire, d'accord, je ne peux pas moi-même, qui a été désavoué par Asher Grunis, commencer à brandir l'étendard de ce même Asher Grunis. Donc, vous comprenez qu'il y a parfois quelque part un comportement qui peut surprendre dans le meilleur des cas, mais qui suscite beaucoup de critiques dans l'ensemble des cas. Alors moi, je ne le lis pas du tout comme vous. C'est-à-dire qu'en effet, moi, je peux dire que chaque cas, il a son propre cas. Elle a été contre le gouvernement. Il est tout à fait clair que de toute façon, il
y a une guerre depuis, à partir du moment où elle a été licenciée et qu'elle reste en fonction parce que la Cour suprême a bloqué son licenciement, qu'elle n'est pas invitée aux réunions du gouvernement. Donc on peut considérer qu'en effet le climat n'est pas serein. Ça c'est d'une part, mais elle peut se tromper. C'est-à-dire que, et la preuve, la Cour suprême a retoqué sa décision et a montré clairement qu'elle s'était trompée, que c'était le choix du Premier ministre de décider qui était le chef du Mossad. Donc là-dessus, vous avez absolument raison qu'elle s'est trompée. Mais quand on revoit, si vous voulez, moi j'essaie de revoir une perspective, elle n'est pas nouvelle dans sa fonction. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dans le rôle, puisque c'est depuis même le gouvernement précédent qu'elle a été nommée. Donc on peut voir, si vous voulez, on a un record du passé. On peut voir que dans la majorité des cas, mais plus que la majorité des cas, j'allais dire pratiquement dans presque tous les cas, la Cour suprême a validé ses avis juridiques qui étaient contre le gouvernement. Donc si vous voulez, quand on essaye d'avoir une perspective un petit peu historique, ce cas de Roman Goffman est relativement isolé. Il y a eu un autre cas qui était dans le gouvernement précédent également, où elle a été retoquée par la Cour suprême. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu beaucoup d'avis juridiques qu'elle a émis avec ou contre le gouvernement sur lesquels elle a été retoquée. Alors, à partir du moment où il y aura séparation entre les deux fonctions, on va dire d'une certaine manière, il y a une logique à ce que, et c'est d'ailleurs le cas d'une des clauses de cette loi, le conseiller juridique du gouvernement soit désigné au moment de la prise de fonction de ce gouvernement et qu'il démissionne à la fin de ce gouvernement, n'est-ce pas ? Peut-être. Alors, on ne sait pas exactement. Je vais vous dire aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit beaucoup, hein, surtout dans la presse, même dans la presse israélienne, le conseiller juridique du gouvernement n'est pas l'avocat du gouvernement. Il n'est pas l'avocat. Il est parce que la différence entre vous qui prenez un avocat privé, par exemple, et vous le payez, le conseiller juridique du gouvernement, et vous l'avez bien dit, il est payé par les deniers publics. Donc on considère que, enfin c'est depuis la création de l'État comme ça, que le conseiller juridique du gouvernement n'est pas à la solde du gouvernement, il n'est pas là forcément pour défendre des avis de gouvernement qu'il considère comme non légaux. Donc à partir du moment où, et c'est un peu ça, un peu l'ambivalence de cette fonction, c'est qu'il est en même temps membre, il est payé, c'est un officier ministériel d'une part, mais il doit être également indépendant du gouvernement sur lequel il est censé lui donner conseil. Ouais. Donc c'est une fonction, j'allais dire, très ambivalente. Ouais. Et je crois qu'il y a une beauté dans cette ambivalence-là, dans le sens où là, on a un gouvernement qui a telle position, mais demain matin, il y aura un gouvernement qui aura d'autres positions. C'est-à-dire, vous savez, dans les deux démocraties, aujourd'hui, c'est la droite, demain, c'est l'extrême droite, après, c'est l'extrême gauche. Enfin bon, on n'en sait rien ce qui peut se passer. On est en train de parler d'une organisation, si vous voulez, de la structure de notre société. Je crois que s'il y a une réforme, elle devrait être sereine, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Et surtout, on devrait repenser l'ensemble de nos institutions. Moi, je suis absolument d'accord pour qu'il y ait une différence. C'est-à-dire, moi, ça ne me dérange pas forcément qu'il y ait une différence entre ces deux rôles. Mais j'aurais voulu savoir, également, j'aurais voulu être sûr que, par exemple, la commission de nomination des juges ne soit pas politique, que les juges soient réellement indépendants. Ouais. J'aurais voulu savoir également que, par exemple, un des contre-pouvoirs, c'est le Lav Arba Shalosh, c'est-à-dire les 443, c'est la police des polices, soit indépendante, mais soit liée au conseiller juridique du gouvernement ou au procureur général, mais pas forcément au ministre de tutelle. Si vous voulez, il y a un certain nombre il faudrait prendre un peu plus de hauteur par rapport à toutes les fonctions qui jouent le rôle de contre-pouvoir et d'essayer de les équilibrer. Or là, ce qui est en train de se passer en fin de règne, enfin, j'allais dire puisque les élections seront au mois d'octobre, c'est qu'on est en train de voir un blitz de réformes judiciaires, en fait, qui ne sont pas du tout judiciaires, qui sont des réformes institutionnelles, et ça fait un petit peu peur. Bien. Donc, en soi, cette réforme, moi, elle ne me dérange pas, dans le sens où on peut tout à fait, de manière légitime, dire il y a une contradiction que j'ai soulevée, d'ailleurs, dans ce rôle. Mais ce qui me fait peur, c'est en fait l'ensemble des mesures qui doivent être prises. On l'a bien compris. On l'a bien compris. On est obligé de terminer cet entretien. Merci beaucoup, Philippe Koskes, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué cette problématique. Bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie, Daniel. Bonne journée.